qui est au CNVB et une fille qui est dans un centre de formation. Ils ont 17 et 19 ans. Voilà quoi, et rien de plus. J'ai été joueuse aussi de haut niveau, et puis j'ai suivi un petit peu tous les ateliers qu'il y a eu, qui ont été présentés lors du confinement. Voilà. Et tu t'intéresses donc à ce qu'on fait, enfin quand je dis ce qu'on fait, ce que le comité des Hauts-de-Seine fait au travers l'insertion par le sport. En fait. Complètement, pour avoir quelques billes aussi, et puis savoir quelle disposition on peut avoir et quelle orientation aussi on peut aller voir ce qui se passe, prendre des infos et puis Ouais. éventuellement créer un projet à travers ça. Ok. Voilà. Pas de souci. Merci. Lionel? Oui, rebonjour. Alors, Ulrich Bonjour. Lionel. Je suis donc entraîneur et secrétaire et ex-joueur à ex-AUC 13DB en national, et je suis entraîneur des jeunes et des seniors, donc de la nationale et de la prénat. Donc moi je suis venu voir aussi pour prendre les infos parce que en fait je suis un peu là-dedans, sachant que je suis en train de passer mon DE mais sur Aix. D'accord. Voilà, et que actuellement vu la situation, savoir comment se passeront les choses. Donc l'info de ce matin, j'étais très très content d'apprendre qu'il y a des choses qui évoluent dans ce sens. Et avoir, voilà, prendre plusieurs infos concernant l'insertion professionnelle sur le plan particulièrement du volley, parce que évidemment c'est pas évident, c'est pas évidemment évident dans le sens où on entend beaucoup que c'est pas forcément aisé de pouvoir avoir une vraie ouverture professionnelle. Donc je vais avoir différentes infos pour le long terme. Voilà. Ok, on essaiera d'y répondre dans la mesure de nos moyens. L'idée aussi, ça va être d'apporter un témoignage par rapport à un système qu'on a mis en place, nous. Ouais. Et puis après, vous donnez les infos qu'on peut vous apporter. Ouais. Voilà. Super. Je prends le relais, je vais Allez, me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Masneau, je suis manager du club de Clamart. Et donc, du coup, j'entraîne en même temps et je suis le formateur de la partie volleyball sur le BPJEPS organisé par l'ISFVB. Voilà. Donc, moi, j'interviens une fois par semaine, une journée avec eux, avec contenu théorique et pratique, puisqu'on a une partie en salle et une partie en gymnase pour mettre en place tout ça. Voilà. Du coup, je vais me présenter. Du coup, Clément Goubet, je suis au chantier d'insertion. Du coup, je suis en train de le passer, le BPGEPS. Et du coup, je suis sur la structure de Saint-Cloud, volley, en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc, on a dans le un formateur et un stagiaire. Je pense qu'il y a d'autres stagiaires qui vont venir aussi, peut-être, si j'ai bien compris, Clément. Ils essayent, mais ils sont un peu perdus, je crois. D'accord. Bon. Moi, ce que je vous propose dans l'immédiat, c'est de commencer un petit peu. Je vais vous partager mon écran et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble la promo de cette année, enfin une des deux promos de cette année. Et donc, sachez qu'on met en place dans notre atelier chantier d'insertion qui est créé depuis 2009. En fait, il faut savoir que c'est une initiative qui date de 2009. Donc, on accueille des jeunes qui veulent se former au métier du sport. Voilà. Donc là, c'est la photo de la promo de cette année, donc de la promo du BP Sportco mention volley. Et on a aussi, depuis cette année, on a une promo d'un BPGEPS activité physique pour tous. Voilà. Alors, je vous ai fait une petite présentation avec différents éléments. Vous n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, bien entendu. Et puis, je vais vous donner quelques éléments de contexte un petit peu par rapport à l'insertion par le sport et qui ont donné lieu notamment à la création de cet outil un petit peu pour l'insertion qui est l'atelier chantier d'insertion. Voilà. Donc, il y a l'insertion par le sport, elle s'est créée au cours de ces 20 dernières années à partir de plusieurs constats. On sait tous que le sport est reconnu comme une pratique sociale et culturelle forte
Le sport donc est un outil qui recèle de fortes potentialités et spécificités éducatives. Et du coup, en fait, finalement, ce qui ressort un petit peu, c'est que le sport peut être considéré comme un outil éducatif par destination, finalement. Et l'objectif d'un projet à finalité sociale comme le nôtre est donc de participer à l'acquisition de compétences sociales et professionnelles pour une ou plusieurs personnes ciblées ayant des besoins précis identifiés. Voilà, ça c'est un petit peu la théorie, un petit peu par rapport à l'insertion par le sport, c'est quelques données de contexte. Et c'est finalement ce que représente un petit peu l'outil qu'on a mis en place, qui est l'atelier chantier d'insertion. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'atelier chantier d'insertion, c'est une structure économique qui permet de lever les freins à l'emploi de personnes en difficulté d'insertion. On a été, en fait, l'atelier chantier d'insertion, c'est un dispositif qui est mis en place notamment par des partenaires publics et qui est soutenu notamment par la direction du travail, pour intervenir et pour aider effectivement les personnes qui sont en difficulté, demandeurs d'emploi, pour se dynamiser et pour retrouver pour se remettre en fait en marche par rapport à l'emploi. Voilà. Donc en fait, les ateliers chantiers d'insertion sont apparus dans les années 80 sur des thématiques comme le BTP, le nettoyage, et puis finalement depuis 10 ans, on les met en place dans des nouvelles filières comme les nouvelles technologies, le sport en particulier, et ils répondent à des besoins d'emploi, d'utilité sociale non satisfaits. Et du coup, précisément, c'est dans cette dynamique que l'atelier chantier d'insertion sport du comité a vu le jour en 2009. Voilà. Donc, est-ce que par rapport à ça, vous avez déjà par rapport à ces données de contexte un petit peu, est-ce qu'il y a des questions ou pas du tout? N'hésitez pas. N'hésitez pas, comme on n'est pas très nombreux, on peut se parler librement. Je ne sais pas quel est votre niveau d'information par rapport à ces dispositifs, que ce soit Lionel, Béa, vous connaissez un petit peu. Est-ce que vous avez ces dispositifs dans d'autres domaines, dans votre département par exemple? Oui, oui. Oui, D'accord. enfin moi quand j'ai eu à passer mon BP, en fait on avait mon BP GEPS à l'époque, on avait enfin ces mêmes infos en fait, ces dispositifs qui avaient déjà été un peu mis en place parce que Duvet, Jean-Marc, tu dois connaître, Oui, oui, bien sûr. il travaillait aussi à peu près dans ce type de principe. Donc oui, on avait ce genre D'accord. d'infos. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà un atelier, il y a déjà un atelier chantier d'insertion dans le Oui, sport à côté de chez vous. D'accord. oui. Écoute, je connaissais C'est pas les. c'est Ouais, pas Duvet qui a mis en place, j'ai oublié, d'ailleurs il a pris sa retraite, c'est un autre monsieur qui travaillait en fait avec le Krebs-Dex. d'accord, Il était plus spécialisé dans le rugby et c'est lui qui avait commencé un peu à mettre ça en place. d'accord. Ok. Nous, il faut savoir que ça a été mis donc en place en 2009, que effectivement au départ, on était sur les premiers stagiaires. Donc en fait, ils ont passé un brevet d'État en tant que support pédagogique de l'atelier chantier d'insertion. Et depuis, moi, je suis arrivé en 2011, et de 2011 jusqu'à aujourd'hui, on est sur un support pédagogique qui est le BPGEPS. Alors, pour recadrer un petit peu les choses par rapport à l'atelier chantier d'insertion, en fait, ce que ça veut dire concrètement, de façon assez simple, c'est que le comité des Hauts-de-Seine devient employeur des personnes qu'il va recruter, et ces personnes-là vont suivre la formation BPGEPS. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe en fait pour eux, c'est que, après je laisserai un petit peu la parole à Clément aussi pour ce qui s'exprime par rapport à ça, mais c'est que le chantier d'insertion donc permet deux choses assez simples au niveau du stagiaire. Il permet de lever tout ce qui est les freins par rapport au financement des formations. Donc, il permet que les jeunes n'aient pas de frais de formation. Donc, du coup, un BPGEPS, on est sur entre 8 000 et 10 000 euros. Et il permet aussi aux candidats, aux stagiaires qu'on recrute, d'être salariés
pendant la formation. C'est-à-dire qu'en fait, donc, ils font cette économie au départ et ils touchent entre 1000 et 1100 euros, hein, tu nous diras, Clément, mais pendant la formation. Donc, vraiment, il y a une vraie sécurisation du parcours. Donc, en fait, techniquement, on est sur des formations annuelles. Ils signent un contrat de travail. En début de process, c'est-à-dire au mois de septembre. Ils effectuent un temps de remise à niveau et pendant 3 semaines, pendant lesquelles ils sont sous contrat, bien entendu. Et ensuite, on rentre dans une deuxième phase, qui est la phase de BPGEPS proprement dit, qui dure pendant une année, à l'issue de laquelle la plupart, puisqu'on a des très bons taux de réussite à ce diplôme, paradoxalement. En tout cas, on a des bons taux de réussite qui font que la plupart, quasiment la totalité des candidats obtiennent le diplôme à l'issue de la formation. Voilà un petit peu le modèle sur lequel repose le chantier d'insertion. Et une question, Oui, bien sûr. Il n'y a pas de tranche d'âge, en fait. Il n'y a pas de tranche d'âge. C'est-à-dire qu'on va recruter majoritairement des personnes qui sont relativement jeunes, clairement, mais on a aussi des reconversions professionnelles. Cette année, donc quand je dis reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'on a régulièrement par promotion, les promotions elles font entre 16 et 18 candidats par promotion, et on a régulièrement cette année, on a une personne vraiment qui est en reconversion professionnelle, qui est un footballeur, mais on a régulièrement 2 ou 3 personnes en reconversion, et donc qui sont un petit peu plus âgés, pour répondre à ta question. D'accord. On a des anciens athlètes de haut niveau, qui est de la filière volley. Je pense que tu dois connaître peut-être un ancien international, Guy-Roger Nanga, qui est passé chez nous. On a eu des footballeurs professionnels, un ancien footballeur professionnel, Ricardo Correa. On a eu quelqu'un qui venait aussi du Sénégal, je sais plus son. Voilà. Donc on a différents profils, donc soit des jeunes qui sortent un petit peu du système scolaire et qui veulent trouver une voie, notamment dans les métiers du sport. Et puis on a aussi effectivement des gens qui sont en reconversion et pour lesquels c'est une redynamisation, j'ai envie de dire, et à la clé on a le diplôme. Voilà. D'accord. Je peux vous dire, oui, Béan, on ne t'entend pas. Je te vois parler, mais on ne t'entend pas. Là, c'est bon? Oui, super. Comment vous recrutez les jeunes? Parce qu'ils peuvent être un nombre conséquent sur les listes. Comment vous axez pour pouvoir les recruter pour faire la formation? Alors, on procède de plusieurs façons. Et c'est moi qui m'en occupe principalement. Et en fait, j'essaie de promouvoir le dispositif auprès de ce que nous, on appelle les prescripteurs. Les prescripteurs, ça va être les structures de terrain d'insertion locale qui vont du type mission locale, du type établissement public, les services emploi des communautés de communes, des alentours, qui finalement voient un petit peu ces jeunes et avec lesquels on met en place. Alors, cette année, je n'ai pas pu le faire malheureusement parce qu'on a l'épidémie de Covid, mais avec lequel on met en place régulièrement des réunions d'information où je viens présenter, comme je le fais aujourd'hui, finalement le dispositif. Et en amont, les missions locales, les différents prescripteurs sélectionnent dans leur fichier un certain nombre de candidats qui peuvent être intéressés par les métiers du sport et par ce dispositif, et qui viennent donc aux réunions d'information. Et c'est là où je présente le dispositif, comme je le fais aujourd'hui, et où je leur donne des informations sur les conditions d'entrée en formation. Donc ça, c'est la première voie. Après, chez nous, en Île-de-France, on a un maillage. Vous avez pu voir que, du coup, il y avait pas mal d'entraîneurs d'Île-de-France. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Je pense que Clément, tu pourras en parler aussi à ce niveau-là, qui fait que, comme le dispositif date de 2009, on a aussi des relais d'anciens tuteurs du dispositif qui peuvent, par exemple, nous envoyer des candidats d'une année sur l'autre. Voilà.
Par exemple, je sais que là, JB, qui est aussi formateur, hein, qui va intervenir un petit peu plus tard, là, lui, il peut, le cas échéant, nous envoyer des candidats dans le dispositif, s'il en a. Et inversement, moi, si je touche des candidats qui sont sur son territoire, je peux lui demander d'assurer le tutorat pour ces candidats dans l'année d'après. Voilà. C'est un petit peu les deux portes d'entrée. Voilà. Il y a beaucoup de bouche à oreille, en effet. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, au départ, c'était une opération qui était assez axée, enfin même très axée sur le territoire des Hauts-de-Seine, puisqu'à la base, on est le comité des Hauts-de-Seine. Et puis finalement, le succès aidant, on a pu élargir cette action au territoire de l'Île-de-France. Et je dirais même maintenant au territoire national, puisque je pense à un candidat que tu connais bien, Jean-Baptiste, qui est Benoît Chartier. C'est un candidat qui était en Bretagne, qui a fait un service civique en Bretagne, qui a eu connaissance de notre dispositif et qui est venu en Île-de-France pour en bénéficier et pour suivre la formation. Et c'est ce candidat, ça a vraiment permis de le redynamiser, je pense, et de lui donner goût au système, puisqu'il a pu enchaîner derrière sur le diplôme d'État, puisque moi j'ai un petit peu la double casquette, puisque je m'occupe aussi du DEGEPS, et donc ça permet de faciliter le parcours des candidats qui rentrent chez nous, par exemple, sur un VP, et qui enchaînent derrière sur le DEGEPS. Voilà un petit peu la provenance des candidats. Pour vous dire, nous, ce qui est notre dispositif, bon, c'est un peu moins ma tasse de thé, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça repose sur des financements publics, notamment donc, la Directe, la Direction régionale jeunesse et sport, la DDCS, qui finalement finance le dispositif et qui fait qu'on peut faire en sorte d'accueillir ces candidats et faire en sorte de leur proposer ces conditions qui sont plutôt bonnes finalement pendant leur année de formation, c'est-à-dire d'avoir, comme je vous disais, une sécurisation du parcours, et donc de ne pas payer de frais de formation et d'être payé pendant la formation. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de positif. Ce qui est positif aussi, comme je l'indique, en fait, c'est qu'on touche en majorité des candidats du secteur sport et du secteur du volley, plus exactement. Donc ça représente, on a fait 6 sur 10 à peu près. Donc finalement, on s'adresse principalement au secteur du volley. Pour autant, on a des candidats qui viennent d'autres secteurs, qui viennent d'autres sports, plus exactement, du football, du basket, c'est ça, football, basket, hand, et qui trouvent aussi leur compte, puisqu'en fait, nous, le choix qui a été fait au départ pour des questions d'employabilité, c'est de travailler comme support pédagogique sur un BPJEP sport collectif, mention volley, plutôt qu'un BP volley. Parce que quelque part, nous, la demande en termes d'emploi sur l'Île-de-France, elle est plus large enfin en tout cas, on va dire qu'il y a peu d'emplois en Île-de-France, mais par contre, on est vraiment sur ce qu'on appelle un métier en tension d'éducateur sportif, et il y a des demandes dans d'autres lieux, comme les collectivités locales. Et donc, du coup, le fait de faire un BP Sportco, ça permet donc aux personnes d'avoir à la fin un diplôme qui leur permet de travailler tant dans les collectivités locales que également dans les clubs de volley. Donc, ce qui permet pour eux d'avoir une mutualisation en fait, de leur emploi. Parce que s'ils voulaient miser que sur la partie volley, hein, ça serait compliqué. Voilà, donc on a vraiment fait ce choix-là. Et aujourd'hui, c'est plutôt un choix gagnant parce qu'on a vraiment des exemples de parcours de personnes qui vraiment arrivent à trouver des lieux d'emploi, et en particulier dans les collectivités locales. Voilà. Et après, ça nous fait, si on pousse plus loin le raisonnement, ça nous fait un petit peu des ambassadeurs, des gens qui vont pouvoir être tuteurs et promouvoir le dispositif. Donc ça, c'est vertueux pour nous.
On a calculé que sont passés à peu près sur le dispositif depuis septembre 2009, à peu près 150 personnes. Donc ça fait un volume important. C'est des personnes qu'on retrouve dans les clubs. Peut-être que là aussi, Jean-Baptiste, sur la casquette un peu manager de club, tu pourras parler un petit peu des gens aussi qui sont chez toi au CSM Clamart et qui sont passés par le dispositif. Il y en a un paquet. Et les autres, effectivement, ils évoluent dans les clubs en partie. Et il y en a beaucoup aussi qui sont associés. Moi, je passe souvent sur les différents regroupements, les CRE, les centres régionaux d'entraînement, les différents sur les actions de comité, etc. Et il y en a aussi qui sont essaimés maintenant depuis un certain temps sur les CRE, et qui travaillent aussi sur les comités, sur les stages départementaux. Voilà. Donc, on a réussi à faire en sorte que ces jeunes puissent intégrer aussi la filière volley. Voilà. Ceux qui viennent faire, par exemple, j'ai envie de dire, qui viennent de filières un petit peu différentes, comme le football, par exemple, l'intérêt du dispositif pour eux, c'est qu'ils vont venir se former sur les sports collectifs et ils peuvent aussi, par le jeu des équivalences, au niveau des diplômes fédéraux, obtenir, par exemple pour les personnes qui viennent du foot, ils peuvent obtenir sur l'année N, obtenir leur BP Sport Co mention volley, et avec le système des équivalences et de leurs diplômes fédéraux de leur fédération, ils peuvent sortir la même année en plus avec le BP Sport Co mention football. Donc là aussi pour eux, ça permet vraiment de renforcer leur employabilité. Voilà. Et pour tout ce qui est la question de l'employabilité, on a voulu vraiment aller plus loin cette année, l'année dernière, donc en créant un BP APT, ce qui permet donc à certains candidats qui veulent pousser, élargir leurs compétences, de faire la première année le BP Sport Co. La deuxième année, ils ont finalement qu'une partie du BP APT et ils peuvent aller chercher des compétences dans d'autres domaines. Et donc dans le domaine de l'expression corporelle, des activités pleine nature. Et comme ça, ils peuvent finalement renforcer un petit peu leur propre portefeuille de compétences qu'ils vont proposer au club de volley, par exemple, pour dire, par exemple, je suis entraîneur de volley, mais je peux mettre en place un stage de volley où il va y avoir, par exemple, des activités de pleine nature et je vais pouvoir les animer. Donc, le club, il va être aussi gagnant par rapport à cette dimension-là. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est le choix, par exemple, qu'a fait un club chez nous, là, qui s'appelle le club de Milly-la-Forêt, qui a envoyé un jeune en formation là, sur ce BP en chantier d'insertion, et ça lui permet d'avoir une personne qui va être une personne ressource sur la valence volley, mais également sur d'autres valences dont ils ont besoin pour développer aussi le club. Voilà, voilà un petit peu les effets vertueux du dispositif. N'hésitez pas si vous avez des questions. Yvain, j'ai une question. Evine. Evine, pardon, excuse-moi. J'ai une question par rapport à tous ceux qui sont formés. Est-ce que vous proposez des listes ou bien des noms aux clubs qui sont aux alentours pour leur dire que vous avez des jeunes diplômés et qui pourraient rendre service dans les clubs? On a fait effectivement, c'est un petit peu comme ce qu'ils font dans les écoles de commerce, c'est un petit peu des petits documents qui listent en fait, où on a mis les photos, effectivement les coordonnées de toutes les personnes qui étaient chez nous, et on l'a diffusé sur les clubs. Mais ce qui est le plus courant, en fait, c'est plutôt les personnes qui connaissent un petit peu les dispositifs, les référents dans les clubs qui m'appellent et effectivement qui me disent, voilà, est-ce que tu as des gens que tu penses qui pourraient être intéressants, que je puisse recruter l'année prochaine. En fait, voilà, c'est un peu plus ce système-là qui est employé. Voilà. Peut-être Clément, tu pourras en parler après. Juste pour rebondir par rapport à ça, Evine. Oui. Je sais que par rapport au recrutement sur AN+1 des stagiaires qui sont diplômés,
il y a beaucoup de stagiaires qui vont, eux, se proposer directement dans les clubs. Et en fait, les clubs, après, eux, nous rappellent pour avoir un avis, souvent. Ouais. Moi, je sais que étant le formateur volley, je connais quand même quelques entraîneurs en Île-de-France et il y a beaucoup de personnes qui m'appellent en me disant voilà, j'ai tel entraîneur, il s'est proposé, il m'a dit qu'il avait passé son BP cette année avec toi. Donc, qu'est-ce que tu peux m'en dire, etc. Donc, effectivement, il repasse un petit peu par nous, même si nous, on ne propose pas forcément. Mais ça arrive aussi dans l'autre sens où il y a des entraîneurs qui viennent me voir en disant j'ai besoin d'un entraîneur pour telle catégorie. Est-ce que cette année, tu avais quelqu'un qui était intéressant, qui était dans ma région, en tout cas dans mon secteur, pour pas qu'il ait la grande diagonale de l'Île-de-France à faire pour venir entraîner. Donc, effectivement, après, moi, je peux aussi redonner certaines informations et essayer de placer des entraîneurs qui peuvent le souhaiter, ou au moins donner leur contact qui puissent après voir entre eux ce qui est possible de faire. Voilà. Je voulais ajouter que dans le cadre de la formation et dans le cadre du BPGEPS aussi, pour l'acquisition des UC dites transversales du BPGEPS, pour valider l'une des UC de ces UC transversales, elle concerne en fait l'intégration sur le marché de l'emploi. Donc en fait, pour valider leur BP, je vais le faire en résumé, pour valider leur BP, les stagiaires doivent montrer qu'ils ont eu des actions d'intégration sur le marché de l'emploi et donc de prise de contact avec les employeurs avant même la fin de la formation. Ce qui explique précisément pourquoi, effectivement, Jean-Baptiste ou les managers de clubs d'Île-de-France peuvent recevoir des CV des jeunes en question parce que finalement, c'est une des choses qui permet de valider leur diplôme. Donc, ça explique voilà, ça. C'est un petit peu sur ça que je voulais rebondir. Dans ce dispositif, donc, ce qu'on va chercher, bon, comme c'est indiqué là, c'est vraiment la mise en confiance des bénéficiaires. C'est effectivement l'acquisition de compétences diversifiées. Ça peut-être, je passerai un petit peu la main après à JB sur cet aspect-là, parce que lui, c'est le formateur volley. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que effectivement, nous, l'Île-de-France, on a quand même la chance d'avoir précisément un réseau. Et ce qu'on tente de faire, alors malheureusement cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les associer, on les associe, pardon, à des organisations sportives. Je pense donc là en l'occurrence, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on les associe à des festivals des sports, à Chaville, de communes des Hauts-de-Seine en particulier, où ils rencontrent à l'occasion de ces rassemblements pour les scolaires en particulier, où ils rencontrent des éducateurs sportifs, etc., et où on les incite un petit peu à faire leur réseau et à rencontrer des éducateurs pour créer des liens pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc, on organise ça régulièrement au mois de juin, des opérations de ce type. Et bon, cette année, on ne peut pas le faire. Mais donc, du coup, il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont se faire par envoi de CV et autres. En fait, moi, ce que je leur dis souvent, c'est que le sport, c'est des contacts de terrain. C'est difficile d'envoyer un CV, de se faire connaître par CV. Par contre, avoir un vrai contact physique et rencontrer tant des éducateurs territoriaux pour les communes ou des managers de clubs pour le volley, effectivement, c'est comme ça qu'ils vont se faire connaître. Donc, nous, dans le cadre de la formation, on leur fait participer à ces différents événements pour faciliter la création de réseaux. Voilà. Du coup, ce que je voulais ajouter aussi par rapport à cet atelier chantier d'insertion, c'est qu'il permet un petit peu de résoudre ce que moi j'appelle les problématiques sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de jeunes. Aussi, le fait de donner ce statut de salarié, ça permet de régler des problèmes de logement, notamment. Voilà, cette année, c'était le cas. Des jeunes qui veulent un peu s'émanciper et pour pouvoir vraiment sortir de chez eux, trouver de l'autonomie. Ça fait partie aussi de
le fait d'avoir cette sécurisation du parcours et ce statut de salarié, ça leur permet de prendre de décoller un petit peu et d'avoir leur logement propre. Et ça, c'est une indépendance qui gagne. Ça permet aussi de régler des problèmes de santé ou même de transport. Voilà, il y a ce côté-là un peu aussi, au-delà des compétences pédagogiques, j'ai envie de dire, mais ce côté un petit peu autonomie et indépendance. Voilà, donc ça, c'est important pour nous. Et puis, effectivement, on va vraiment leur apporter des apports méthodologiques pour les certifications et le métier d'éducateur sportif. Voilà. Et là, ça va peut-être me faire une transition avec JB, qui est le formateur du volley. JB, je crois que tu n'as pas mis ton micro. Qui ne nous entend plus du tout. Ah, je crois qu'il y a un problème de connexion. Mince, il y a un problème de connexion, dommage. Son image est la frise. Alors attends, Oui, peut-être que c'est moi. Ah, Ça s'actualise, je pense. Oui, c'est bon. Ouais. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Un peu décalé, mais ça va, c'est bien. Ah, c'est moi qui. Ouais, JB. Ok. Ouais, c'est bon. Ouais, involontairement, je t'ai coupé le micro, désolé. Donc du coup, et moi je m'occupe de la partie formation volley. Effectivement, comme disait Evin, moi avant tout, ce que je trouve très intéressant dans ce chantier d'insertion, c'est qu'on a des personnes qui viennent de quand même pas mal d'horizons. Même si au début, ça fait 4 ans que j'interviens sur le BP, même si au début on avait beaucoup de volleyeurs, je trouve que les dernières sessions nous ont montré qu'on était qu'il y avait beaucoup de sportifs ou de jeunes qui venaient, mais de sport beaucoup échangé aussi sur les façons de faire. Cette année, on a énormément de footballeurs. Ça peut être intéressant de voir comment fonctionne une filière dans le volleyball, comment peut fonctionner une filière dans le foot. Je sais que l'année dernière, on t'entend pas bien, JB. Oh là là. Une ancienne joueuse pro de foot. JB, on t'entend pas bien. Est-ce que peut-être, du coup, est-ce que si tu désactives ta caméra et tu gardes juste le son, ça permettra peut-être qu'il y ait moins de prise de bande passante? Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Carrément, ouais. C'est mieux. Ok, bon, on va partir là-dessus. Donc vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit alors? Exactement. Non, je disais que pour rebondir sur ce que disait Evin, on a quand même une provenance de candidats sur ce BP qui est assez variée, notamment dans les sports. On a beaucoup de sports co, mais on a quelques sports des gens qui viennent des sports de combat. Donc on a beaucoup de footballeurs, on a des handballeurs, on avait des nageurs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai partage sur les façons de faire, d'aborder l'entraînement, d'aborder de fonctionnement des différentes filières. Et en fait, on peut vraiment échanger sur ce qui est bien dans tel sport, ce qui est bien dans le nôtre, ce qui fonctionne bien, ce qu'on peut prendre des autres sports. Alors, je sais que l'année dernière, j'avais une candidate qui était une ancienne footballeuse pro et du coup qui nous a partagé aussi pas mal son expérience quand on abordait la gestion de groupe, d'équipe, etc., qui nous partageait pas mal sa vision des choses, de ce qu'elle avait pu vivre en tant que joueuse, elle, professionnelle. Et voilà, c'est assez riche. Voilà. Sur la partie formation, moi, en tout cas, mon rôle sur l'année complète, c'est de faire que chacun puisse être en mesure de pouvoir intervenir dans un club
et d'acquérir des compétences générales sur la partie volley, c'est-à-dire des compétences techniques. Donc on présente, voilà, pour certains, ça va être reprendre tout même le règlement, parce qu'il y en a certains pour qui, quand ils arrivent, le volley, c'est un peu une découverte. Donc il faut reprendre les bases vraiment du début, avec toutes les réglementations, l'arbitrage, la présentation de tous les fondamentaux techniques, secteur par secteur. Leur donner des notions d'organisation collective sur les systèmes relativement simples pour mettre en place avec une équipe dont ils vont avoir à charge. Et puis leur apprendre leur donner surtout une méthodologie sur comment construire un exercice, comment construire une séance complète pour que à la fin de l'année, ils arrivent à être relativement autonomes. Le fonctionnement du BP pour ces stagiaires-là, c'est d'être dans une structure d'accueil volley, donc dans un club, et puis chapeauté par un tuteur qui a un rôle relativement important, parce qu'on le voit bien et au fil des différentes promotions, que les candidats qui ont un tuteur qui joue réellement le rôle de tuteur, c'est-à-dire qui les suit, qui les accompagne, qui les aide, qui leur donne des responsabilités, sont des candidats qui évoluent beaucoup plus vite que les autres, notamment pour les non-volleyeurs. Parce qu'ils vont avoir des vraies responsabilités. Ils vont être obligés de créer, de se rendre compte que ce n'est pas facile, de se rendre compte que gérer un groupe, quel que soit l'âge, de créer une situation avec des vrais objectifs, parfois on se plante, et il faut savoir évaluer le pourquoi on s'est planté, essayer de trouver des solutions à la fois d'après pour aller essayer de progresser et d'être de plus en plus pertinent dans ce qu'on propose en termes de contenu et dans sa façon de mettre en place les situations avec les jeunes, communiquer pour être relativement clair. Voilà un petit peu les objectifs que moi j'ai en tant que formateur volley, sachant que mon rôle, on a 3 heures de théorie en salle le matin, où on fait des allers-retours entre du contenu très descendant, où on est un petit peu obligé, c'est-à-dire que moi je vais leur donner un peu les principes. Alors je vais leur donner surtout ma vérité, c'est-à-dire que c'est aussi sur cette formation, j'échange et je partage beaucoup aussi mon expérience. Et j'essaie de leur faire comprendre que mon expérience n'est pas quelque chose d'universel, et que chaque personne va avoir un fonctionnement qui est différent et qui peut fonctionner tout aussi bien que ce que moi je leur présente. Après, effectivement, quand on va parler de la réception ou de la passe, il y a quand même des normes sur lesquelles on ne peut pas se tromper. Donc, selon les promotions, je vais plus ou moins loin dans le détail de ces fondamentaux techniques, par exemple. Plus j'ai de volleyeurs, plus on peut pousser un peu la formation. Moins j'ai de volleyeurs, par exemple cette année, j'ai pas été très très loin là-dedans, parce que je crois que j'avais que 4 volleyeurs sur une promotion de 15, et je me suis un peu laissé avoir par le question-réponse, où il y avait beaucoup de questionnements sur des questions assez basiques, où beaucoup de stagiaires étaient complètement perdus sur le fonctionnement global du volleyball, sur les équipes, les postes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les rôles de passeurs, de réceptionneurs, etc. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à échanger, à discuter avec eux, plutôt que de leur fournir vraiment du contenu descendant. Voilà. Et donc, du coup, sur ces 3 heures, on alterne entre les contenus qu'il faut qu'ils arrivent à intégrer pour avoir un minimum de connaissances dans le volleyball, une connaissance technique pour leur permettre de pouvoir transmettre un certain apprentissage à leurs joueurs et joueuses. Et un travail un peu de vidéo, où j'essaie aussi de les sensibiliser sur les gestuels qu'ils peuvent voir. Donc, à chaque fois qu'on parle d'un des fondamentaux techniques, j'essaie de leur montrer des vidéos
de jeunes comme de même si je leur dis qu'effectivement, le haut niveau, ce n'est pas vraiment le modèle auquel ils vont être confrontés. Parce que la plupart de ces jeunes-là vont surtout être sur des équipes de jeunes ou des équipes un peu débutantes, parce que c'est ce qu'on va leur confier dans les clubs au début. Donc, je leur montre aussi le haut niveau et puis j'essaie de leur montrer ce qui se passe, on va dire, là où ils interviennent, en utilisant aussi pas mal de vidéos de mes jeunes que j'ai pu avoir et qui sont à peu près, qui correspondent à ce qu'ils ont dans leur club respectif. On a aussi beaucoup de travail de conception, c'est-à-dire que je leur donne des commandes où ils doivent préparer sur une thématique, une situation, une séance, et ce qui permet l'après-midi, où on a 2 heures dans un gymnase, que chacun puisse s'entraîner à mettre en place des situations et de les animer, et avec les autres stagiaires comme cobayes joueurs. Et puis, voilà, je leur laisse entre 5 et 10 minutes. L'idée, c'est qu'ils comprennent que la mise en place d'un exercice doit être rapide, elle doit être claire pour que les joueurs ils puissent se mettre en activité le plus vite possible et répondre aux exigences de façon la plus pertinente possible. Et puis, au bout de ces 5-10 minutes, voilà, je les stoppe, je ne laisse pas la situation durer. Ce qui m'intéresse, c'est juste de voir comment ils mettent en place les choses, comment ils expliquent et les quelques régulations qu'ils vont mettre en place sur les situations. Et du coup, après, on essaie d'échanger. Moi, j'essaie de leur faire un retour sur leurs prestations en faisant intervenir aussi des autres stagiaires pour que chacun puisse un peu partager son ressenti et et leur façon de voir les choses sur les interventions. Voilà un petit peu mon rôle dans cette formation. Merci JB. Ça va faire une excellente transition peut-être avec Clément, qui va pouvoir nous dire un petit peu lui comment il le vit de l'intérieur, tout ça. Moi, ce que je voulais juste repréciser pour que ça soit bien clair, donc juste des éléments de contexte par rapport au fonctionnement, j'ai envie de dire, hebdomadaire et quotidien de l'atelier chantier d'insertion et donc du BPGEPS plus précisément. Le BPGEPS, en fait, c'est 30 heures 30 heures par semaine. Les stagiaires, ils ont un contrat où ils font 30 heures par semaine. Et sur ces 30 heures, ils font 20 heures de cours théoriques sur différentes matières. Donc le lundi, c'est tout ce qui concerne la méthodologie de projet, puisqu'ils ont un projet à mettre en place, un projet dans leur structure volet, un projet d'action, un projet de développement. Le mardi, c'est un cours donc, qui est fait par Didier Baronnet, qui est sur ce que moi j'appelle les connaissances de l'éducateur sportif. Donc c'est de la réglementation, c'est des sciences biologiques, des sciences anatomiques. Enfin voilà, c'est toute la culture, le creuset, la culture de l'éducateur sportif. Le jeudi, on est sur la partie dite sport collectif, où ils font donc le matin, un petit peu à l'image de ce qu'ils font avec JB, donc le vendredi, ils conçoivent des situations, ils parlent des différentes logiques internes des sports collectifs et ils conçoivent des situations et ils les mettent en application l'après-midi. Et le vendredi, on est sur précisément le travail que JB fait, qui est un peu la même logique que le sport collectif. Donc tout ça, ça fait 20 heures de formation chaque semaine. Et ils ont 10 heures à faire en alternance, où il y a chaque semaine, 20 plus 10. Ils ont 6 heures à faire dans une structure dite sport collectif et 4 heures dites dans une structure 4 heures dans une structure sport collectif et 6 heures dans un club de volley. Voilà. Sous la responsabilité d'un tuteur. Donc quand on dit structure sport collectif, le plus souvent, dans notre vision des choses, c'est les collectivités territoriales et les services des sports en particulier qui peuvent les accueillir. Je pense que tu pourras en dire un mot, Clément, puisque toi, tu es au service des sports de Boulogne. Ouais. Et en général, le temps d'alternance, ces 6 heures et ces 4 heures se font, en général, pour le sport collectif, se font donc le mercredi, matin ou après-midi. Et le volley se fait à raison de 2 entraînements plus un managerat
les autres soirs de semaine. Voilà. Et donc, ils ont ce calendrier sur l'année, tout en sachant que pendant les petites vacances scolaires, comme ils sont salariés, ils ont une semaine de congé et une semaine où on les associe à la mise en place des stages de sélection du comité des Hauts-de-Seine, stages de sélection M13 garçons et M13 filles. Et en fonction de leurs affinités, de leur localisation géographique, on les positionne. Voilà. Pendant les grandes vacances, ils sont mis à disposition soit d'opérations où on a besoin d'éducateurs sportifs sur les Hauts-de-Seine, type vacances sport ou ce type d'opération, soit à la demande sur les structures sport collectifs des stagiaires. Voilà un petit peu pour l'organisation du dispositif en termes pédagogiques. Moi, je voudrais juste revenir sur parce que j'ai pas dit pas touché de mot là-dessus, sur les sorties en fait de BP. Oui. Pour beaucoup de volleyeurs, les sorties de BP se font souvent en continuité dans le club qui les a accueillis pendant leur formation, ou si les clubs ont été relativement satisfaits de ce qu'ils ont fait, ils leur proposent de conserver l'équipe qu'ils avaient ou de rester sur un créneau ou deux, rarement sur des postes de salariés, on va être honnête. Mais l'avantage de ce BP qui est sport collectif, c'est qu'il crée aussi des relations notamment dans l'école municipale des sports, où ils interviennent sur leur sport co. Et par contre, j'ai vu qu'ils se retrouvent à avoir un poste au service des sports de la ville, et en même temps, ils continuent à avoir un complément en étant sur de l'entraînement dans un club de volley, sur un ou deux créneaux, une équipe, des loisirs dans le club de volley, ce qui leur permet d'avoir une stabilité en termes de rémunération en sortant de leur BPJF. Voilà. Donc la doublette sport co plus volley, c'est assez intéressant. Et au niveau club, je suppose que toi, tu es gagnant aussi parce que le fait d'avoir des relations privilégiées finalement avec ton service des sports indirectement par ce stagiaire, c'est aussi une bonne chose, je suppose. Oui, et puis ce qui est aussi gagnant, c'est que si tu t'occupes bien de ton stagiaire qui, on va être honnête, pour les clubs ne coûte rien, puisqu'il est salarié par le comité, par l'institut de formation du comité, l'entraîneur stagiaire en question, il coûte 0 au club. Donc, ça veut dire qu'il est pris en charge par le comité, il est formé par le comité, et nous, si on l'accompagne bien en tant que club, on a 1 an pour sortir un entraîneur qui va nous permettre l'année d'après de pallier des manques qu'on peut avoir sur certaines catégories, ou de doubler des entraîneurs sur certaines catégories pour continuer à ce qu'il soit accompagné, par exemple en lui donnant une équipe 2 en responsabilité, et puis en le mettant adjoint sur une équipe d'un plus haut niveau avec un entraîneur un peu plus aguerri qui va continuer sa formation. Et effectivement, il y a beaucoup de stagiaires qui prolongent l'année d'après dans le club d'accueil. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on arrive à récupérer dans le volley des sportifs qui viennent d'autres sports et qui finalement continuent. On a pas mal on a des expériences de footeux ou de mecs qui viennent de sport de combat qui prennent plaisir à découvrir cette nouvelle activité qui est le volleyball pour eux, et qui se prennent au jeu et qui finalement continuent dans cette voie-là, et puis s'investissent dans un club, et puis ils deviennent des entraîneurs 2 ou 3 ans plus tard. Moi, je les recroise sur des championnats de jeunes ou de seniors, et qui me disent « Ah, c'est super, j'ai bien accroché, j'ai trouvé le tuteur que j'avais, il m'a vraiment lancé, il m'a accompagné, le club m'a fait confiance. Regarde, maintenant, je ne suis pas salarié, mais j'ai 2 équipes en responsabilité dans le club. » Donc c'est top, c'est des victoires aussi pour nous. Oui, et tu as mis le doigt sur vraiment l'essence même du dispositif.
cette fois-ci, là j'ai beaucoup parlé moi des stagiaires, mais pour les clubs, c'est vraiment, tu as mis le doigt dessus, effectivement, c'est ce retour, la plus-value que ça peut avoir effectivement pour les clubs. Et c'est ce pourquoi ça a été fait au départ, ça a été monté ce dispositif. Au départ, c'était que ça permettait effectivement de pouvoir accueillir à terme des stagiaires formés pendant leur temps de formation, effectivement, gratuitement. Et puis, si l'alchimie passait bien, la possibilité qu'ils puissent poursuivre dans le club. Et c'est en cela que c'est vraiment un outil au service des clubs des Hauts-de-Seine, mais au service des clubs franciliens. J'ai je peux me permettre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ma petite, enfin, c'est pas vraiment une question, mais comment vous parvenez à faire perdurer ce dispositif? Je pose cette question parce que, enfin, avec les infos que j'ai eues là, avec Duvet, apparemment le BPGEPS sur Aix, enfin dans le côté sud, donc Aix-Marseille, cette année, enfin l'année prochaine, et peut-être l'année d'après encore, il va être arrêté. Donc, c'est peut-être faute de moyens, faute de candidature, je ne sais pas. Et donc, ma question, c'est de savoir comment vous réussissez à faire perdurer ce dispositif parce que c'est intéressant. On n'a pas parlé forcément des résultats, mais pourquoi nous, on arrive à faire perdurer aussi, c'est parce que précisément en termes d'employabilité, sur le taux de retour à l'emploi, on est à plus de 80%. Et ça, pour nos financeurs et pour la Directe en particulier, qui nous fait confiance sur ce dispositif, le fait d'afficher ces résultats qui sont très positifs, ça fait qu'il y a une confiance qui s'est instaurée. Et finalement, le dispositif perdure parce qu'il y a des résultats au bout finalement qui se traduisent en termes d'employabilité. En termes de côté candidat, si tu veux, nous, la chance qu'on a sur l'Île-de-France, c'est qu'on a, enfin sur les Hauts-de-Seine et sur l'Île-de-France, on a effectivement un bassin de recrutement qui est gigantesque. Donc, ça nous permet d'accueillir effectivement chaque année beaucoup de candidats qui font qu'on a finalement plus d'élus, moins d'élus que de candidats en fait à la base. C'est-à-dire qu'on est initialement, on est dans un processus de recrutement. C'est-à-dire que moi, je reçois les dossiers, même si j'accompagne en amont les candidats qui veulent rentrer. À un moment, il faut faire une sélection parce qu'on a plus de dossiers que de places finalement. Et donc, on fait vraiment un process de recrutement où on reçoit les candidats, on reçoit les dossiers et on choisit finalement ceux qui ont le plus de motivation. C'est ça la base en fait de notre choix. C'est vraiment comme dans un poste classique, j'ai envie de dire, mais qui sont vraiment en phase avec les métiers du sport. On va aussi recruter des candidats qui sont vraiment déjà un petit peu, donc j'ai parlé tout à l'heure des diplômes fédéraux, que ce soit des diplômes de volley, qui ont des sortes de prérequis, ou ont déjà un vécu un petit peu dans le domaine associatif. Donc, ont des diplômes fédéraux, qui peuvent avoir aussi des diplômes de type BAPAT ou CQP, ou qui sont déjà dans les clubs. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure d'un candidat qui avait un service civique, parce qu'ils ont fait aussi ce type d'activité, en fait. Enfin, ce type de contrat, pardon. Donc, tout ça, c'est des éléments qui nous amènent à choisir les candidats, tout en sachant qu'effectivement, il y a quand même une donnée sur l'Île-de-France qu'il faut prendre en compte, c'est l'éloignement, enfin les transports et l'éloignement. Et c'est vrai que malheureusement, pour certains cas, effectivement, des candidats qui nous ont quittés, alors c'est plutôt vraiment à la marge sur chaque promotion, hein, c'était souvent des candidats qui étaient vraiment très éloignés et qui passaient trop de temps dans les transports, en fait. Et du coup, qui ont eu de la fatigue et ça a posé problème. Mais aujourd'hui, avec nous, les moyens de transport qu'on a, finalement, même si la personne elle est dans un autre département, elle peut venir assez facilement. Voilà. Bonjour, j'ai une petite Bonjour. question. Donc, moi, je suis Philippe Joux, je suis le président de Man Volley. Oui. Et donc, on a eu des entraîneurs qui ont passé le BPGEPS, alors c'était en Lozère. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous me disiez qu'il y avait un coût zéro pour les clubs.
Pour nous, ce n'était pas tout à fait le cas. Oui. Qui sont vos financeurs de... En fait, c'est les financeurs du dispositif Atelier Chantier d'Insertion, en fait. D'accord. Donc, on a comme financeurs donc, la Directe, hein, au premier chef, la DRDJS, la DDCS, plus les acteurs de la formation professionnelle, hein, de l'AFDAS en particulier, voilà, qui prennent en charge finalement la totalité des frais pour le financement, enfin pour les frais de formation, et également toute la partie qui est liée au salaire des candidats, des stagiaires. Nous, ce n'était pas tout à fait sur le même type. En fait, c'était un BPGEP sur 2 ans. Oui, Et j'étais salarié du comité départemental ou du club, ça dépendait des salariés. d'accord. Voilà, il faisait 3 semaines au club et Oui. 1 semaine à l'école. Alors que nous, on est vraiment vraiment, c'est vraiment toutes les semaines en fait. On est sur toutes les semaines avec une répartition, une alternance qui se fait dans la semaine. Voilà. Ok, merci. Est-ce que peut-être Clément, tu veux nous parler un petit peu de ce que toi tu vis un petit peu au quotidien? C'est ça, c'est ça. Bah, du coup, je m'appelle toujours Clément. Du coup, j'ai 23 ans. Avant d'être dans le chantier d'insertion, du coup, très rapidement, je connais le volley du coup depuis mes 16 ans. Donc, ça faisait 7 ans, enfin 6 ans que j'étais à l'époque du coup que je faisais du volley. J'ai entraîné pendant 2 ans et demi, 3 ans, quasiment. Et donc, du coup, j'étais déjà familiarisé avec le monde du volley. Donc, pas du tout par contre dans le 92, hein, dans le 78. Et donc, du coup, je me suis inscrit, etc. Donc, comme on a dit, bah voilà, l'inscription, faut la faire, mais c'est pas extrêmement compliqué. Il faut juste prendre le temps de faire les papiers, etc. Et derrière, donc du coup, on arrive tout de suite à la pré-rentrée. Où la pré-rentrée, par contre, du coup, pour revenir dessus, c'est vraiment sur ce qui va être entre guillemets utile pour nos dossiers et nos projets qu'on aura toute l'année à mettre en place, parce que ça sera sur du français et de l'informatique. Et le point qui est le plus important, c'est pas tant le français, même si c'est toujours très important, mais c'est l'informatique. On voit qu'il y a quand même pas mal de personnes, enfin, en tout cas, moi, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes dans la formation qui peuvent avoir des difficultés en informatique et qui ont vraiment besoin d'avoir cette mise à niveau pour pouvoir justement plus tard avancer sur leur dossier, maîtriser un peu Word, Excel, PowerPoint, enfin, tout ce qu'on va nous demander d'utiliser. Et en fait, il y a des personnes qui justement qui n'ont quasiment jamais utilisé ces outils, ce qui peut poser problème. Donc du coup, c'est quand même vachement intéressant la pré-rentrée, notamment pour l'informatique. Parce que clairement, le français, c'est toujours un plus, mais l'informatique, c'était vraiment quelque chose que moi, je pense qu'on ne pourra pas assez dans le BP, mais qui est quand même très important, parce que même dans la vie future, savoir utiliser Word, Excel et PowerPoint, c'est un petit peu quand même plutôt utile. Donc du coup, ensuite, on arrive sur l'année, comme disaient Evin et JB, où on a en gros 4 jours où on va travailler, mais sur 3 lieux différents. Donc, dans le 92, on va être, par exemple, nous, sur Bourg-la-Reine, sur Chaville et sur le crêpe de Châtenay-Malabry. Donc, on est sur 3 lieux différents. Donc, effectivement, comme disait Evin, sur les transports, parfois, ça peut être délicat. Après, voilà, on s'adapte quand même assez rapidement. Il ne faut pas non plus mentir. Hein, c'est juste une question d'habitude de savoir où tu vas, etc. Et de t'organiser. Parce qu'au début, ça peut être compliqué. Quand des fois, tu as 45 minutes pour y aller, des fois une demi-heure et tout. Enfin, quand tu ne connais pas, ça peut être compliqué. Et puis après, moi, chose que je trouve que JB l'a très bien dit, mais l'avantage, moi, que j'ai vraiment trouvé avec cette formation, comme vous avez pu le voir, j'ai appelé Jean-Baptiste JB et pas monsieur ou mon prof, etc. Et en fait, c'est qu'il y a vraiment une relation avec les professeurs qu'on peut avoir où on est vraiment dans la discussion. Comme on faisait par exemple avec JB, c'est le vendredi, quand on arrivait pendant quasiment une heure, on parlait justement des soucis qu'on avait pu avoir dans notre club, que des problèmes qu'on avait pu avoir dans les entraînements, quelque chose qui n'avait pas fonctionné, qu'on ne savait pas trop pourquoi. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que comme des fois, tu as plus ou moins de responsabilités dans les clubs, c'est-à-dire que si tu es entraîneur à part entière, moi, c'était mon cas, du coup, j'avais mon équipe, enfin, j'avais mes équipes, vu que j'avais plusieurs équipes, mais au final, quand j'entraînais, quand j'avais un exercice qui ne fonctionnait pas, je ne comprenais pas forcément pourquoi. Et en fait, la chance qu'on peut avoir justement dans le BPGEPS, dans la formation, c'est d'avoir une vraie discussion avec ses professeurs. Et donc, du coup, en fait, tout de suite, je posais la question à JB qui pouvait me répondre, me donner son avis. Donc, effectivement, il n'avait pas forcément toutes les données, etc. Mais au moins, on a un avis de quelqu'un qui connaît le métier bien plus que nous. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a arrangé clairement
mais clairement dans la formation, c'est de pouvoir discuter et que ce soit JB en volley ou voilà, par exemple Sylvain en sport collectif parce qu'il est prof de PS, enfin bon, que ce soit avec n'importe qui de nos professeurs, on a une vraie discussion. Et je pense que c'est un truc qui, par rapport à la formation, bah, franchement, c'est un truc qu'on n'a pas souvent. Pour avoir fait d'autres études avant, c'est voilà, souvent tu as un problème, bah voilà, tu as un problème quoi. Et puis du coup, comme on disait, ça en va un peu dans le même dans le club. C'est-à-dire que dans le club, tu as ton tuteur. Donc après, bah, tu peux avoir des tuteurs plus ou moins présents. Mais si ton tuteur il est présent, il va pouvoir te parler, il va pouvoir t'aider. Et moi justement, bah, comme on disait, il y en avait beaucoup dans notre groupe qui n'étaient pas du volley, clairement, et qui se retrouvaient à entraîner des jeunes de volley en coach adjoint ou quoi que ce soit, mais à aider à entraîner un sport qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est là où justement le tuteur va être important et où c'est extrêmement important en fait. Parce que du coup, on a pu leur expliquer. Et outre les profs, etc., ou le tuteur, faut aussi parler, parce que nous, on est quand même une promo où il y a une très bonne ambiance dans la classe, en général. Et c'est-à-dire que, bah, comme on disait, on peut partager, que ce soit avec par exemple, des footeux ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, le foot, c'était quand même, ma connaissance footballistique est quand même une des plus impressionnantes au monde, je dirais. J'ai parlé quand même avec pas mal de footballeurs, dont un qui est sur la conversation d'ailleurs, mais qui ne s'affiche pas, mais dont un qui est sur la conversation et qui a pu m'expliquer un petit peu des choses que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas la même modalité d'entraînement, c'est pas la même logique d'entraînement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent entre les sports et c'est quelque chose qu'au final, bah, on peut remarquer beaucoup plus. Donc après, bah, moi, ça a été mon avis, mais bon, après, il y a peut toujours y avoir du négatif, effectivement, hein. C'est par exemple, moi, ce que je dis, c'est les horaires. Après, ça dépend de chaque club. C'est que du coup, nous, on faisait 9h, 15h. Et après, par exemple, moi, je reprenais des fois dans mon club de 18h à 22h. Donc, c'est-à-dire que, bah, en fait, je me lève tôt, je me couche tard. Et en fait, mon seul repos, plutôt que d'être le soir comme sur un travail entre guillemets standard, bah, ça va être entre 15h et 18h. Donc, bah, voilà, des fois, c'est pas forcément simple de tenir le rythme, surtout quand le week-end, tu as des matchs, parce que bon, tu es entraîneur à la base, hein. Donc, tes équipes, bah, elles jouent quand même. Donc, le week-end, tu as des matchs. Donc, voilà, des fois, c'est pas toujours simple non plus de tenir le rythme, hein. Faut pas dire que voilà, tout est facile, etc. Mais après, c'est toujours généralement les gens qui s'inscrivent au BPGEPS, ils sont motivés, ils aiment le sport. Et à partir du moment où on est motivé, on aime le sport, après, bah, voilà, des fois, il faut peut-être faire un peu des concessions. Mais bon, tu rattraperas ton sommeil et plutôt que de sortir le samedi soir, bah, tu te coucheras un peu plus tôt. Enfin, voilà, c'est des choix, hein, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment moi ce que j'ai trouvé de la formation. Et après, bah voilà, c'est aussi sur les conditions, bah, comme on disait, de réalisation. Bon, cette année, du coup, on est un petit peu sur un cas assez exceptionnel au vu de la situation sanitaire, hein. Donc, mais en fait, c'est qu'on a toujours 3 dossiers à faire, entre guillemets, enfin un projet avec son club, ou justement, alors je ne sais pas si c'est pour tous les bébés, mais je suppose que oui. Si, c'est pour tous Ouais, les bébés. ouais, c'est pour tous les bébés. Donc en fait, du coup, tu vas avoir un projet à faire avec ta structure, donc pour ton club, donc ça va être du développement et de la fidélisation, c'est au choix. Et donc du coup, ça va te permettre déjà de t'orienter sur comment fonctionne un club, chose que moi, pour avoir été entraîneur, je ne savais pas. Et pourtant, j'étais entraîneur, mais je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Savoir comment mettre en place un projet, et pareil, hein, bah, quand on ne connaît pas, on ne sait pas comment faire. En fait, ça va nous aiguiller sur. En fait, chaque dossier va nous aiguiller sur un terme. Parce que du coup, le premier dossier, c'est sur le projet, donc ça va nous aider sur notre structure, comment fonctionne un club, comment marche un club, ce qui va être important. Notre deuxième dossier, ça va être en sport collectif, et il y aura les connaissances de l'éducateur sportif, du coup, parce qu'il y aura des questions dessus. Et donc, du coup, là, c'est un dossier où, en fait, on est en structure, c'est ce qu'on disait, 4 heures par semaine, où on va avoir au début beaucoup plus un rôle d'observateur, et après, on est censé mettre des séances en place. Et donc, du coup, en fait, ça va nous permettre de travailler sur des sports qu'on n'a pas l'habitude ou c'est peut-être pas notre spécialité. Donc, pour ceux qui ne sont pas en spécialité volley, bah, il y en a, c'est leur spécialité. D'autres non. Par exemple, moi, ce n'était pas mes spécialités. Bah, en fait, ça te permet de voir. Et c'est un rôle beaucoup plus d'animateur que d'entraîneur. Donc, parce qu'il y a aussi des équivalences avec le BPGEPS. Le BPGEPS donne des équivalences. Par exemple, le BAFA. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Mais par exemple, le BAFA. Et ça peut être intéressant. Et dernier truc, du coup, après on a un dernier dossier, donc le dossier de Jean-Baptiste, où on va avoir un dossier de volley, où on va devoir mettre en place des programmations et des cycles et des séances. Enfin, programmation, cycle, séance, vu que l'un va dans l'autre, enfin, tout s'encastre entre guillemets. Mais donc du coup, c'est là où ça peut être intéressant, c'est que c'est des choses qui, même au cours de l'année, on ne fait pas forcément.
Et c'est là où on voit qu'en fait, il y a une progression entre le début de l'année et la fin de l'année. C'est-à-dire que pour quasiment tous les stagiaires, le début de l'année sur leur connaissance du volley en général, mais pour tout le monde, hein, elles ont évolué. Et aussi, on a appris à faire les choses. Parce que c'est pas parce que généralement, on n'a pas forcément de connaissances en tant qu'entraîneur. Et donc, la programmation, c'est un truc qu'on n'a pas forcément fait cette année, ou du moins pas correctement. Et quand tu nous demandes d'en faire, en fait, ça va nous montrer justement, comme disait un peu JV, pour l'après, pour comment on va devoir justement entraîner. Comment, ce qui va nous permettre, en fait, de l'année prochaine, par exemple, si on va être dans un club, de bien gérer son équipe. Parce que là, peut-être qu'on est accompagné par un tuteur ou qu'on n'est pas forcément en autonomie. Mais l'année prochaine, si on veut continuer, on sera en autonomie. Et en fait, justement, c'est vraiment le BP, je trouve que ça nous donne vraiment toutes les cartes, entre guillemets, pour pouvoir gérer tout seul. Donc après, bon, moi, je sais que je veux continuer les études, mais c'est vrai que ça peut être intéressant en vrai de pouvoir rentrer. Après, je pourrais pas parler trop du coup de l'insertion. L'insertion. Est-ce que quand même ça… Merci hein, pour ce témoignage. Est-ce que sur la partie insertion et le côté, j'ai envie de dire, peut-être on va pas se mentir, financier, est-ce que toi, ça a été un plus pour toi? Le côté financier, on va dire que on va pas mentir, hein, c'est des difficile dans un soit BP parce qu'il y a des BPGEPS d'insertion et tu as des BPGEPS normaux. J'ai regardé les deux. Bon, bah, la différence, voilà, c'est quand même 8 000 € de formation qu'on ne paye pas ou que le club ne paye pas parce que justement, comme disait Philippe, si je dis pas de bêtises, des fois les clubs peuvent prendre en charge. Donc du coup, il faut trouver un club qui accepte de payer, par exemple, je sais pas à hauteur de combien, mais qui accepte de payer. Alors que là, du coup, le club n'a rien à payer et on est payé. Et donc du coup, je sais que tu parlais du salaire tout à l'heure. Euh, alors, ça dépend encore une fois de plusieurs choses parce que on va dire il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui ont par exemple la carte Navigo où ça rajoute des sous, etc. Mais alors si on est toujours présent, parce que si on est absent, c'est comme un travail normal, on n'est pas payé. Donc on peut avoir des payes plus ou moins variables, hein. C'est un travail normal. C'est un travail normal, du coup, effectivement. Mais du coup, tu peux avoir des payes plus ou moins variables. Mais en gros, si tu as ta paye complète, c'est à peu près 1044 €, si je dis pas d'erreur. Quelque chose comme ça. 1044 €, enfin, virgule quelque chose. Après, je sais pas exactement. Ça dépend aussi si tu es imposable. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est à peu près ça. C'est à peu près, moi, c'était 1044 € à peu près mes payes. Et donc, du coup, bah, voilà, pour être en études, être payé 1044 €, c'est quand même plaisant, quoi. On va dire que, bon, c'est plaisant. Et après, pour ceux, alors moi, c'était pas mon cas, mais je sais que par exemple, pour ceux qui doivent chercher un logement, parce que justement, comme je disais, on est sur 3 lieux différents, bah, avoir une paye, ça aide. Parce qu'on n'est pas forcément, on peut pas avoir forcément de logement. Donc, franchement, moi, franchement, je conseille l'insertion parce que pour avoir travaillé, alors après, c'est très personnel, hein. Encore une fois, c'est ma vision de la chose, mais pour avoir par exemple fait un BTS informatique, où c'était très scolaire, très voilà, carré, tu dois faire ça, tu as ce prof qui va t'expliquer ça, bon, bah, le prof tu l'appelles monsieur, tu n'as pas trop forcément de discussion, etc. Bah, j'ai vu une vraie différence. C'est-à-dire que déjà, tu es en alternance. Donc la réalité du terrain, tu la vois beaucoup plus que en scolaire normal. Donc moi, c'est vraiment, enfin, moi franchement, j'ai pas trop de mal entre guillemets à parler du bébé parce que franchement, c'est un truc moi, ça m'a beaucoup changé. Franchement, que ce soit personnellement, entre guillemets, ou en collectivité, ça m'a quand même beaucoup changé parce que c'est des choses que je connaissais pas. Et c'est vraiment pas scolaire, en fait. Donc, moi, c'est vraiment le truc que je retiens, c'est que c'est pas scolaire du tout. Et donc, du coup, tu as un vrai lien, entre guillemets, avec les personnes, ce qui te permet d'apprendre beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus facile d'apprendre quand tu es dans une conversation où tu débats, entre guillemets, même si il y en a un qui, on va dire, qui a plus de connaissances que l'autre. Donc, forcément, il t'apprend aussi. Mais c'est plus facile de parler d'apprendre dans une discussion que d'apprendre en lisant un PDF, quoi. Enfin, je trouve. Bah, merci. Oui, c'est juste, hein, effectivement, c'est un des intérêts, un des gros intérêts de ce dispositif, et Jean-Baptiste l'a souligné aussi, c'est qu'on prend le temps de faire les choses, on prend le temps d'écouter les stagiaires, de partager avec eux. Enfin, j'essaie autant que faire se peut en tant que coordonnateur. Et cette mission, elle fait partie aussi du travail des formateurs. Voilà, de prendre le temps. On sait qu'on est sur une formation de 1200 heures et environ 500 heures à peu près en alternance. Donc, on a vraiment le temps pour échanger. Et aussi, donc, pour moi, au fil des années, c'est ce facteur temps qui est aussi un facteur de réussite parce qu'on a
on peut moduler les choses. Certains peuvent avoir des petites difficultés par moment et ça nous permet d'échanger par rapport à ces difficultés, de repartir, les remettre en selle, en fait, j'ai envie de dire, et par beaucoup d'échanges et par beaucoup de communication. Et c'est aussi une des forces du dispositif, comme tu l'as bien souligné, Clément. Voilà. Je ne sais pas si tu l'as évoqué, mais contrairement justement au BPGEPS qu'on peut avoir, lui, il est en 1 an. C'est en 12 mois. Oui, Et il contrairement y en a qui peuvent être plus longs. Effectivement, ça dépend des organismes de formation. On a des organismes de formation qui sont sur 18 mois. Nous, on a choisi effectivement, en termes de temporalité, de partir de 18 mois. Nous, on a fait le choix d'être sur 12 mois, ce qui permet effectivement pour les plus motivés de pouvoir enchaîner aussi l'année d'après. Ça concerne en général 4-5 candidats par promo, mais d'enchaîner sur le DE en fait. Voilà. Et le DE qui se fait aussi en parallèle chez nous au CREPS d'Île-de-France, dont je m'occupe de la partie volet, qui se fait sur 12 mois également. Donc, on a des candidats qui, en 2 ans, peuvent obtenir un BPGEPS et un DE. Et j'ai même l'exemple de candidats qui après ce double formation BP-DE, peuvent aussi, pour certains qui veulent revenir vers la filière de l'enseignement classique, et j'en connais certains qui sont rentrés en 2e ou 3e année, ça dépend un petit peu des facs, mais de la filière STAPS, et qui se destinent finalement à être… Donc finalement, j'ai envie de dire, ce chantier d'insertion et ce BPGEPS, c'est aussi l'étape, enfin ça peut être une étape d'un parcours de formation assez long. Mais en tout cas, il y a une vraie redynamisation. Avec des résultats, comme je vous ai dit, qui sont intéressants en termes d'employabilité, en termes d'effets finalement à court et à moyen terme par rapport aux stagiaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le BA? On ne t'entend pas. Je crois que tu as bougé les lèvres. J'écoute parce que c'est super complet. Moi, je me posais une petite question quand même. C'était Oui. par rapport aux jeunes. Donc, bien sûr, ils sont en insertion. Vous leur proposez cette formation-là. Oui. Est-ce que vous avez quand même des retours quant à savoir, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'ils trouvent réellement du travail? Parce que c'est vrai qu'ils sont en insertion, ils sont accompagnés pendant 1 an. Et suite à ça, on sait bien tous que quand on a fait une formation, c'est de trouver du travail rapidement. Donc, les petites interventions qu'ils peuvent faire dans les clubs, oui, c'est bien. Mais pour avoir après un boulot à temps complet, si possible, je ne sais pas si réellement, avec ce BPGEPS, ils peuvent obtenir ou trouver du boulot rapidement. Écoute, je voulais faire venir un stagiaire qui travaille, que Jean-Baptiste a eu en formation, qui s'appelle Kevin Linel, qui est un footballeur. Et en fait, ce stagiaire que j'ai eu il y a 2 ans, c'est l'exemple type, c'est-à-dire qu'il travaille, donc, qui était un footballeur, il travaille au club de Châtillon et il travaille également à la mairie de Châtillon sur différentes missions. Donc, et il est en 35 heures, quoi. Donc, et c'est un peu le profil type du stagiaire qu'on a chez nous, c'est-à-dire que vraiment, à quelques exceptions près, bien entendu, on va pas, mais la plupart poursuivent, et vraiment la porte de sortie, c'est vraiment les collectivités locales. Parce qu'au niveau des collectivités locales, ils voient le mot BPGEPS, enfin en tout cas chez nous, et ils embauchent les candidats de plus en plus. On est sur des recrutements contractuels. Donc c'était un peu aussi le sens de ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de leur proposer des manifestations, de participer à des manifestations pendant le temps de formation, pour tout de suite se connecter avec leurs futurs employeurs potentiels. Et clairement, les candidats rentrent dans l'emploi assez facilement derrière. Et nous, c'est même une des conditions aussi, j'ai envie de dire, et on rend compte de cette employabilité dans le bilan qu'on fait au niveau de la directe et au niveau de la DRJSCS, en fait, si tu veux. Donc, et là-dessus, on n'a pas fondamentalement de problème, parce que en général, les candidats qui ont leur diplôme, ils travaillent derrière.
donc dans les clubs de volley et surtout dans les collectivités locales. Donc c'est ça un peu la réussite du système, hein, c'est qu'on a une vraie employabilité. Il faudrait que je retrouve quelques chiffres, si je peux vous partager quelques Oui, c'est chiffres. vrai que comme tu dis, c'est quand même la situation aussi qui fait que moi, en habitant à Niort, les bébés, s'il y en a, ils n'ont pas de boulot. Ils ont des boulots ponctuels dans certaines associations, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur Paris, quoi. Sur Paris, j'imagine que le Euh, panel il est énorme par rapport à ce qu'on a nous à Niort, quoi. Bah oui, enfin, c'est même plus que Paris, c'est l'Île-de-France, là, hein. Et donc, on a des candidats, enfin, je pense à une candidate qui était dans le 77, elle a été embauchée tout de suite par la mairie derrière. Enfin, il y Oui, a, des candidats, j'en ai à foison, hein, des exemples de gens qui travaillent. C'est aussi la richesse du territoire et les besoins du territoire, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'éducateur sportif, au sens large, c'est identifié comme un métier en tension. Et c'est ce aussi pourquoi, et je rejoins un peu la question de tout à l'heure de Lionel, c'est ce aussi pourquoi on existe, c'est que le ministère du Travail, la direction du travail a identifié des besoins vraiment réels sur ce métier. Et donc cette formation BP conduit à de l'emploi derrière. On ne le fait pas pour le plaisir de le faire. Donc finalement, ça répond à un besoin local vraiment identifié et où il y a un métier en tension, quoi, tout simplement. Donc, on ne vend pas du rêve. Et quelqu'un qui est motivé, il va travailler. Voilà. Et puis, faut pas se mentir là-dessus. Je pense que toi, enfin, on pourrait déjà en poser la question à Clément. Il a déjà des perspectives. Tu as déjà un petit peu des perspectives, toi, pour l'année prochaine. Ouais, bah, l'année prochaine, du coup, je vais probablement passer mon DE volley D'accord? et je vais continuer dans mon club. Donc après, bah, je ne sais pas ce que ça va donner par rapport à mon club, mais je sais que les responsabilités que j'ai là et les responsabilités que j'ai l'année prochaine, bah, c'est pas les mêmes. Bien sûr. J'aurai toujours 3 équipes, mais j'avais une équipe de loisirs compètes, enfin les loisirs et loisirs compètes et l'école de volley avec des M13. Et là, je passe sur des M15, M17, M20 et coach adjoint d'une plus grande équipe. Donc, avec une indemnisation derrière. Alors ça, c'est encore pour parler, mais Bien sûr. sur mes 2 créneaux, il y a indemnisation sûre. Mais après, ce que je disais, par exemple, cette année, parce que c'est 6 heures, mais pour les clubs, ce qui peut être intéressant, et moi, c'est ce qu'ils ont fait, c'est que je travaillais pas 6 heures. Donc, en gros, j'avais 6 heures avec le comité, mais j'avais plus d'heures derrière, et les heures que je faisais en plus étaient indemnisées. Donc, du Donc, coup, c'est pas parce qu'on te dit 6 heures que c'est 6 heures. Donc, dans ce cas-là, il y a des frais pour le club parce que, bah, bon, à part si l'entraînement veut travailler bénévolement, hein, c'est pas, ça peut être un cas. Moi, par exemple, c'était pas le cas. Bon. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu mon indemnisation en plus de travail que je faisais. Donc, du coup, j'étais sur 3 équipes et je me rajoutais un jour entier, enfin, un jour entier. Ouais, on peut dire ça quasiment, mais quasiment un jour entier ou une demi-journée de travail en plus de ma formation, mais qui était juste entre moi et le club. C'était une relation avec le club. Donc, c'est pas pour ça. Et l'année prochaine, oui, il y a de grandes chances que je sois indemnisé. Après, sur quel créneau? Voilà. est-ce que justement, on parlait des collectivités locales, est-ce que tu as de la visibilité, toi, par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a des gens déjà dans la promo qui pensent, là, je pensais à Brice, en fait, en particulier. Brice, cette année, lui, il a presque pas une promesse d'embauche, mais quasiment au niveau de sa collectivité locale, Ouais, avec peut-être la perspective qui de passe le l'étape. concours derrière de l'ETAPS aussi. Donc, Visiblement, ouais, c'était ça. Mais après, outre, on va dire, en général, après, effectivement, comme on disait, c'était parce que la région Île-de-France le permet aussi. Mais moi, avant ça, j'étais animateur pendant 5 ans à Paris, sans BAFA. Donc déjà, sans BAFA, c'est possible, même s'il y a beaucoup moins de chance. Hein. Faut pas, parce qu'il y a un pourcentage qu'on peut en prendre, enfin, qu'on peut embaucher sans BAFA. Et en fait, derrière, bah, ne serait-ce que si tu as un BPGEPS, tu peux avoir une promesse d'embauche, en tout cas à Paris, et c'est certain. Vu le manque qu'on a en région Île-de-France, et je le sais, bah, comme je disais, ça fait 5 ans que je travaille là-bas. Bah, ma mère est dedans aussi, hein, donc, disons-le, ça fait 30 ans qu'elle y est, donc j'ai quand même une grosse visibilité là-dessus. Tu as un BPGEPS, tu es pris en animateur immédiatement. Après, ça dépend aussi de ce que tu veux faire, ça dépend aussi de tes choix. C'est aussi une question de choix. Si tu veux être étapes, bah, c'est pas animateur, c'est pas la même chose. Si tu veux être salarié dans un club, c'est pas la même chose. Ça dépend de plein de choses. Mais dans tous les cas, c'est sûr et certain que, en tout cas en région Île-de-France, ça te permet de trouver un emploi.
Après, encore une fois, c'est de l'animation. Donc, par exemple, tu peux ne pas être contractuel et ça va venir avec le temps. Au début, tu fais toutes les vacations. Mais tu peux avoir un salaire plus que correct. Ne serait-ce que, moi, je parle dans ce que je connais. Le reste, je connais pas. Donc, je n'ai pas donné d'informations pour donner des informations. Mais l'animation, par exemple, je sais que chez nous, ça recrute par rapport à ça, quoi. Et c'est BP, franchement, BP, c'est automatique. C'est clair. C'est-à-dire que même si je t'entends bien, la couleur finalement de ton BP n'a pas forcément d'importance. Il y a un tel besoin que finalement, tu as À un Paris, BP. ouais. Effectivement, sur l'Île-de-France, bon, il y a des candidats qui rentrent sur les mairies, effectivement, avec leur BP Sportco facilement. Enfin, c'est vraiment une tendance observée quoi, depuis le début. Quoi. Voilà. Après, moi, je sais que même sans sport co, je sais que voilà, dans tous les cas, AVP, ça veut dire que, comme on disait, c'est animateur. Dans tous les cas, c'est animateur-entraîneur. Donc voilà, en termes de sécurité avec les enfants, etc., bah, on sait que tu as plus de connaissances et que tu as les connaissances nécessaires. Donc c'est aussi pour ça qu'ils nous prennent. Enfin, je suppose. Après, je suis pas non plus, je suis pas DRH, hein, mais non, mais ça s'est vérifié, bien sûr. donc voilà. Là, c'est ce que je peux dire sur l'employabilité. Après, des autres que j'ai de la classe, si on veut sur la promo, donc bah, sans dire de nom, je sais qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui veulent passer un DE volley. Donc après, voilà, encore une fois, je dis les dernières nouvelles, hein, peut-être que ça a changé depuis. Je sais qu'il y a 2-3 personnes aussi donc bon, il y en a 2, ça c'est sûr, qui veulent passer étapes. Ouais. J'ai un collègue qui veut être animateur, clairement, et c'est pour ça qu'il a passé d'ailleurs le BP, justement. C'était pour pouvoir donner plus de cours sportifs aux enfants. Donc, qui veut être animateur. Et après, bah, le reste, je ne sais pas, donc je vais pas dire, mais je sais qu'il y a au moins 6 personnes ou 7 personnes qui sont quasiment sûres d'avoir une place, quoi. Que ce soit en DE. Alors après, en DE, encore une fois, après, il y a des épreuves de sélection, donc c'est différent, hein, mais qui ont fait leur dossier. Qu'il y en a qui ont postulé dans plusieurs endroits, qui ont eu des réponses, on va dire, très encourageantes, sous réserve toujours d'avoir le BP, mais des trucs très encourageants. Donc voilà. Après, peut-être que ça concerne que la région Île-de-France. Je sais qu'à Niort, je ne sais pas comment ça se passe à Niort, etc. Mais en Île-de-France, c'est vrai que ça donne quand même beaucoup de promesses d'embauche. Lionel, tu veux poser une question? Je confirme que il n'y a pas qu'à Niort où la première d'embauche n'est pas aussi importante qu'en Île-de-France. Mais venez sur Oui, l'Île-de-France. Non, mais moi, c'est pas forcément le cas parce que je sais, moi, j'ai des jeunes que j'invite, que je pousse. C'est pour ça, justement, j'ai parlé de l'arrêt du BPGEPS cette année. Je l'ai su parce que j'ai 2 jeunes M17 qui sont dans le groupe M17 qui jouent qui jouent en N2 et qui souhaitaient justement s'orienter dans ça. Et quand j'ai pris les renseignements, on m'a dit, ah, donc Coco, le BPGEPS, il n'y a plus de possibilités. Donc forcément, et ceux qui ont passé, moi, à mon époque, bon, moi j'ai eu la chance parce que j'ai eu des diplômes de management, tout ça, et que je me suis lancé dans le volet, enfin bref, et que j'ai terminé mon DE, donc j'ai des embauches à côté, mais il y en a qui ont passé leur BPGEPS à mon époque, qui eux, ils ont galéré pour avoir une promesse d'embauche. Et il y en a d'autres qui sont en Ile-de-France, tout ça, qui me disent, mais non, et pourtant, moi j'ai fait, ça a été bon. J'ai dit, oui, Coco, Ouais, c'est la disparité un petit peu des territoires. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a un projet d'avoir une nouvelle formation. J'en parle, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore sûr, mais ça serait un projet qui pourrait voir le jour d'ici 1 ou 2 ans, de mettre en place une formation qui serait une formation d'État, toujours, qui serait infra au BPGEPS, qui s'appelle le CPGEPS. Pour ceux qui connaissent, c'est le diplôme qui remplace le BAPAT et qui permettrait précisément, me semble-t-il, à des jeunes qui seraient un petit peu juste en termes d'expérience ou de connaissances, on va dire, pour rentrer sur le BP, pour avoir une marche intermédiaire ou précédente avant de rentrer sur le BP. Donc, avec un diplôme de niveau infra 4, infra BPGEPS, en fait, avec le CPBGEPS, mais qui donnerait quand même un diplôme professionnel qui intéresserait aussi potentiellement les collectivités locales. Voilà un petit peu l'articulation sur laquelle on réfléchit à moyen terme, et tout en faisant en sorte de pouvoir utiliser notre système de chantier d'insertion aussi pour pouvoir accueillir ces jeunes en CPGEPS. Voilà.
Donc, il y a un petit peu ça dans les cartons, là, D'accord. qui peut être utile. Et pourquoi pas, après, effectivement, rentrer une première année éventuellement rentrer sur le CPGEPS et enchaîner derrière sur le BP, tout en gardant, si possible, ça c'est vraiment si possible, l'aspect chantier d'insertion et garder cette possibilité-là aussi. Voilà. Le CPGEPS, c'est un petit peu moins exigeant en termes de volume de formation, mais ça serait l'occasion d'y accoler des contenus de formation un petit peu complémentaires, plus pour travailler un petit peu sur les savoir-être, ce qu'on appelle un petit peu les skills aujourd'hui, les soft skills, pour pouvoir donner un petit peu toutes les armes pour pouvoir être plus à l'aise, encore une fois, sur le BP et puis en entreprise, enfin en structure, le cas échéant. Voilà. Voilà un petit peu l'ouverture qu'il pourrait y avoir dans les années à venir. J'en profite pour dire que aussi alors que je m'occupe du DE, il y a des possibilités aussi en termes de financement sur le DE pour des candidats qui voudraient aussi venir sur le DE. Là. Donc, je sors un petit peu de la partie chantier d'insertion. Il y a aussi des possibilités de financement et d'aide par la région Île-de-France pour la prise en charge des formations pour un certain nombre de candidats. Donc, des candidats qui pourraient être intéressés qui auraient déjà le BP, qui voudraient poursuivre et qui habitent en Île-de-France. Il peut y avoir ce moyen-là pour le financement de la formation. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. À moins qu'il y ait encore des questions par rapport au dispositif qu'on va poursuivre dans le temps, pour lequel on a reçu un petit trophée. Là. C'est pour ça que je ne sais pas si j'ai toujours l'écran partagé, mais en bas à droite, il y a le petit logo. Là. On a reçu, donc, le directeur du comité, Guillaume Ballon, a reçu ça il y a quelques années à l'Assemblée nationale, parce que c'est vraiment un dispositif d'utilité sociale qui permet, qui a une vraie utilité, si j'ose dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Clément, tu as des petites choses à dire? Pas du tout? Non, moi c'est bon. Hein. Moi, s'il y a des questions, je veux bien répondre. Après, s'il faut discuter, on discute. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Non, mais on peut. Après, moi, je suis. Vous pouvez me joindre assez facilement hein, si vous avez des personnes que vous pensez qui pourraient rentrer dans le dispositif. Donc, vous appelez le comité des Hauts-de-Seine et à ce moment-là, je suis joignable soit directement quand je suis là-bas ou après on vous transmet mon numéro de portable et je passe mon temps là en ce moment-là effectivement à renseigner des candidats qui me sont envoyés par les différentes missions locales pour leur expliquer un petit peu notamment les conditions d'entrée en formation. On n'en a pas parlé, on peut en reparler un petit peu rapidement. Conditions d'entrée en formation, il faut que les candidats disposent d'un numéro Pôle emploi, il faut qu'ils soient demandeurs d'emploi, et il faut qu'ils aient une fiche IAE, c'est-à-dire que la mission locale doit leur délivrer moi ce que j'appelle un passeport, une fiche qui indique, qui relève, qui sont identifiés comme relevant de l'insertion par l'activité économique. Voilà. Donc, ça veut dire que le conseiller mission locale pour les gens de moins de 26 ans ou le conseiller Pôle emploi pour les gens de plus de 26 ans va examiner leur parcours et va dire si effectivement leur parcours justifie qu'ils relèvent ou pas de l'insertion par l'activité économique. Sans cette fiche IAE, les candidats ne peuvent pas rentrer en formation, donc ne peuvent pas rentrer dans le dispositif plus exactement. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, on peut rajouter aussi par rapport aux obligations réglementaires jeunesse et sport, le fait qu'ils aient un certificat médical avec une mention particulière de non-contre-indication à l'enseignement et à la pratique des activités physiques et sportives, qu'ils aient effectivement le PSC1, donc le diplôme de secourisme qui va bien. Et surtout, c'est un point important, il faut qu'ils aient validé leur TEP, les tests d'exigence préalables à l'entrée en formation, qui sont en fait qui prennent la forme de parcours sportifs notamment, qui sont des épreuves physiques avec un parcours d'habileté motrice
et de séquences d'opposition qui se font, nous, en Île-de-France. C'est fait par un partenaire qui s'appelle l'ARFA Île-de-France, l'Agence régionale de formation des animateurs. Et donc, je demande aux candidats d'aller sur le site de l'ARFA et de s'inscrire pour passer les TEP au niveau de l'ARFA. Et donc, pour rentrer ils doivent avoir les TEP avant l'entrée en formation. Et donc, il y a plusieurs séquences de formation. Il va y avoir là des séquences de formation au mois de juin, au mois de juillet, et aussi fin août, début septembre. Et comme la rentrée du BPGEPS la rentrée du chantier d'insertion est le mi-septembre et la rentrée du BPGEPS c'est début octobre, ils ont la faculté de passer ces TEP sur ces sessions en question. Voilà. Je peux détailler les TEP si vous voulez, si ça vous intéresse, que Béa, ça t'intéresse. Les TEP, c'est le matin un parcours d'habileté motrice. C'est-à-dire qu'ils doivent faire un parcours pour les garçons, c'est en moins d'une 46, et pour les filles, en moins de 2,06. Et ils ont des obstacles à franchir du type franchissement de haies, du type lancer de balles de tennis, du type de jonglage avec une balle de basket, de conduite de balle avec une balle de foot. Et sur le parcours, on a un certain nombre de personnes qui regardent s'ils commettent des fautes ou pas. Et les fautes en question, s'ils commettent une faute, ça leur retire un certain nombre de secondes. Et au bout d'un certain temps, et si ça se cumule, et du coup, ça les pénalise. Donc là, c'est la partie parcours d'habileté motrice. Et l'après-midi, ils ont 2 séquences d'opposition. Une séquence d'opposition qui est du choke ball et une séance d'opposition qui s'appelle du franc ball. Et à l'issue de ces 3 épreuves, le jury détermine s'ils ont des TEP ou pas. Voilà. Toi, tu les avais passés justement, Ouais. Clément? Ouais. Moi, je les ai passés, donc je vais rebondir rapidement. Le truc, c'est qu'il y a une précision, c'est que selon si on est en sport collectif ou APT, c'est pas les mêmes TEP. Tout à fait. Sport collectif, c'est effectivement le parcours d'habilité motrice qu'ils ont un peu modifié parce qu'avant, il était extrêmement pénalisant et donc du coup, ils l'ont arrêté, notamment sur une épreuve sur une roulade. Voilà, dit comme ça peut être. Mais elle a éliminé beaucoup de personnes. Et du coup, non, maintenant, donc c'est quand même, faut pas non plus se dire que c'est très dur. C'est surtout une question en vrai, de gestion entre guillemets du stress et de la pression. C'est-à-dire que si tu te mets beaucoup de pression, c'est bête, mais lancer 3 balles dans un cerceau qui sont plus ou moins loin, tu paniques et tu rates. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ratent. Et donc le choke ball et le franc ball, c'est quelque chose entre guillemets beaucoup plus donné, on va dire, que le parcours d'habilité motrice, parce que le parcours d'habilité motrice, c'est tu l'as ou tu l'as pas, vu que c'est un temps. Et le choke ball et le franc ball, nous par exemple, il y a une personne qui a été éliminée parce que pour le coup, la personne n'a pas voulu jouer. Donc, voilà, elle a été éliminée pour ça, mais sinon, personne n'a été éliminé, quoi. Alors qu'elle avait réussi le parcours d'habileté motrice. Alors qu'elle avait réussi le parcours d'habilité motrice. Ouais, et donc, du coup, sur les TEP, il y a aussi un autre truc. Donc, sur le APT, c'est le test Luc Léger. Donc, eux, ils ont un test Luc Léger à réaliser. Et par contre, les paliers, je crois que c'est palier 6 pour les filles et palier 8 pour les garçons. Je crois. Hein. Ouais. C'est de mémoire, mais ça vient de loin, donc je ne sais plus. Et donc, il y a possibilité de passer les TEP, APT et sport co en même temps. Et le seul truc aussi qu'il faut préciser, c'est que les TEP est le seul truc payant de la formation. C'est pas financé par la formation et c'est 70 €. Ça, il peut y avoir, dans certains cas, moi je sais qu'il y a certains jeunes qui ont pu obtenir une aide de la mission locale. Oui, la mission locale, par contre, peut te réunir, mais je parle de la formation en elle-même. Oui. Non, pour les TEP, pour financer les TEP, effectivement. Alors je ne sais plus sous quel dispositif exact, mais ils ont obtenu une toute ou partie du financement des TEP. Effectivement, tu peux avoir la Pôle emploi ou mission locale. Voilà. Il y a même des fois la région ou le département, le département, pardon, je crois, qui peut te financer selon tes mairies, etc. Enfin, selon tes projets, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des démarches en plus que, voilà. Moi, je sais que c'est moi qui les ai payés. Et voilà, c'est. Voilà. 70 €. Ce que moi je dis aux candidats qui veulent rentrer dans le dispositif par rapport au TEP,
c'est que c'est comme une épreuve sportive, c'est qu'il faut s'entraîner. C'est-à-dire qu'il faut visualiser le parcours. Quand on va sur le site de l'ARFA, on a le PDF du parcours. Il y a même une vidéo avec les obstacles. Et j'incite au maximum les candidats à s'entraîner, s'ils peuvent reproduire le parcours dans leur structure. Ou je crois qu'à une certaine époque aussi, l'ARFA faisait des séquences d'entraînement. Parce que c'est vraiment ce parcours des habiletés motrices qui est un petit peu, comme l'a dit Clément, qui est un petit peu difficile, sachant que les oppositions de sport collectif, c'est presque une formalité, puisque voilà, on a une exception en général, tu l'as cité tout à l'heure, qui veut pas participer, mais c'est plutôt rare. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut faire attention aussi. Moi, j'ai déjà eu des candidats sur ces TEP qui voulaient comment dire, qui s'étaient inscrits un petit peu par défaut sur les 2 TEP, c'est-à-dire Sport Co et APT, et qui ont commencé à faire les TEP en passant le luc léger, qui est une épreuve assez physique, en tout cas assez cardio, et que du coup, ils ont perdu un petit peu de lucidité et un peu d'énergie quand ils sont passés sur le parcours d'habileté motrice. Donc, mon conseil, ça serait, si vous avez uniquement l'objectif de passer un BP Sport Co, chez nous ou ailleurs, peu importe, c'est uniquement faire les TEP Sport Co 10UC. Si vous êtes dans l'optique de vous dire peut-être qu'effectivement, à N+1, je pourrais enchaîner précisément sur un BP APT, à ce moment-là, vous pouvez faire les deux, mais sachez que les 2 TEP, passer les 2 épreuves le même jour, TEP Sport Co et APT, mais ça nécessite d'être prêt physiquement, parce qu'on a ce luc léger qui peut être un petit peu difficile, notamment lorsqu'on enchaîne précisément sur le parcours d'habileté motrice derrière. Voilà. Et donc, du coup, ouais, la petite précision, c'était que pourquoi le parcours d'habilité motrice, en vrai, il est dur. C'est ce que je disais dans la gestion du stress. En fait, c'est que tu n'as qu'un essai. Donc, c'est tu as une chance. Donc, il suffit que tu te rates à l'instant T. C'est là où tu l'as pas. C'est pas une question de difficulté, etc. Moi, ce parcours-là, je l'ai fait à mes petits que j'avais à l'école, en primaire, 100 ans, et ils ont très bien réussi à le faire. Donc, c'est rien d'impossible, hein. C'est une roulade, des jets. Bon, à part, j'ai pas fait le lancer de, euh, de poids, entre guillemets. C'est pas du poids, c'est des medicine ball, pardon. J'ai pas fait ça, mais sinon, mes primaires l'ont fait, quoi. Donc, il y a vraiment rien de fou. C'est juste, en fait, c'est un instant T, il faut performer sur l'instant T. Donc, il suffit de stresser et tout. C'est un peu pareil que sur le léger. On ne donnera jamais de seconde chance. Et là-bas, ils sont intransigeants, par contre. Voilà, tu l'as pas. Il n'y a pas de temps en disant ah, tu l'as loupé à 2 secondes. Non, c'est tu l'as ou tu l'as pas, point. Sinon, on te remet ta fiche, au revoir. Et voilà. Donc, c'est quand même très carré et c'est réussir à un instant T. Ouais, c'est un point important ce que vient de soulever Clément, c'est-à-dire que chaque année, moi j'ai des athlètes, enfin des candidats qui sont plutôt sportifs, les footballeurs en particulier, et qui prennent pas la peine de bien regarder le parcours en question. Et donc, ils sont assez confiants. Et puis, effectivement, parce que le jour J, ils ont un passage, ils ont peu de temps pour s'échauffer. Hein. Tu me diras si je me trompe, Clément. Et avec le stress de l'épreuve, eh ben, même s'ils ont les qualités physiques, ils s'embrouillent un petit peu en fait, dans le parcours et du coup, ils sont pénalisés. Donc, quand on sait l'enjeu qu'il y a derrière, le fait de suivre la formation avec les frais de formation payés, le parcours de formation dans lequel on est payé, ça vaut le coup de faire ce petit effort au niveau des TEP pour bien les préparer, pour se mettre dans les meilleures conditions pour les obtenir, parce que derrière, ça conditionne l'entrée en formation et c'est dommage d'être un peu ric-rac sur les TEP. Bon, il y a toujours des solutions, mais quand on les passe au mois de septembre, si on les passe au mois de septembre, après, on n'a plus de session possible pour les repasser en cas de besoin. Et on est obligé de différer son entrée en formation d'une année, ou en tout cas, s'ils veulent rentrer chez nous. Et ça peut être problématique. Voilà, je crois qu'on a commencé un peu on finit par le début, mais moi de mon côté, j'ai plus trop d'éléments. Est-ce que vous avez des questions à nouveau ou pas?
n'y a plus ton micro, Evin. Ton micro a été coupé. Je le remets. Enfin, je voulais juste avoir un petit retour un petit peu sur Lionel et Béa. Et est-ce que cette information, ça vous a intéressé, ça Oui, vous a oui, plu, ça vous a donné des billes? Vous pensez avoir éventuellement des gens que qui pourraient rejoindre le dispositif? Enfin voilà, juste avoir un alors, petit retour. moi, sachant que j'avais déjà à peu près, ayant fait ce parcours, tout ça, quelques infos, mais donc ça m'a plus intéressé du fait de savoir que du côté, de ce côté-là, c'est beaucoup plus vivant que chez nous. Et je sais que moi, j'ai quelques jeunes qui comptaient quitter le sud pour raisons scolaires et professionnelles. Et donc, justement, je vais leur en parler parce qu'ils sont très actifs et ils veulent vraiment suivre ce parcours-là. Donc, avoir eu cette information, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Voilà. C'est souvent, voilà, je donnais l'exemple tout à l'heure, j'ai en mémoire aussi l'exemple de Frédéric, en fait, qui est Frédéric Bias, qui est un des stagiaires de cette année là, sur la formation. Il m'avait contacté il y a 2 ans, il était sur 3. C'est un Martiniquais, il est venu en métropole, il était sur 3. La première année, il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles et il est revenu, donc il a fait le choix de venir sur l'Île-de-France pour suivre ce dispositif, en fait. Voilà, donc c'est faisable. Après, ce qui est important, c'est que moi, je sois vraiment en contact avec la personne pour bien connaître ses motivations et voir la faisabilité. Parce qu'effectivement, s'il y a des gens qui viennent de province, les questions, elles vont être… la question centrale, ça va être la question du logement. Oui, tout à fait. En amont, nous, on n'a pas 50 000 pistes. Hein. Je vais pas vous mentir par rapport à ça. Mais il y a des possibilités dans les collectivités, sur des foyers de jeunes travailleurs, entre autres, etc. Mais c'est la question centrale. C'est est-ce qu'il y a un point de chute ou pas pour les jeunes qui seraient susceptibles. Et après, effectivement, la donnée aussi qu'il faut prendre en compte, c'est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, plus de personnes qui veulent rentrer que de candidats aussi de place pour le chantier. Mais globalement, on arrive on arrive à s'ajuster, quoi. En fait, il y a peu de déçus, en fait. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sans dévoiler complètement tous le process de recrutement, mais en général, il y a peu de déçus. Voilà. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, Evin, en fait, quand j'ai vu insertion par le sport et le volley, oui. Je vais t'avouer que je ne m'attendais pas en fait à ces informations-là. Je m'attendais plus à quelque chose de plus large, c'est-à-dire des sportifs de haut niveau ou pas, qui par l'intermédiaire d'une formation pouvaient, enfin, si tu veux, ça revient à la même chose, ce que je vais te dire, mais sauf que toi, c'est par l'insertion. Moi, c'était hors insertion. Je m'attendais à ça. Mais en fin de compte, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne pensais pas. Alors, comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'Île-de-France, où c'était quand même un peu plus vaste et qu'on pouvait proposer du boulot par l'intermédiaire de ce que tu proposes, ça donne à réfléchir parce que ça peut donner aussi des pistes qui, moi, dans ma région aussi, alors va pas se faire aujourd'hui maintenant, mais peut-être donner des pistes pour dire qu'il y a la possibilité aussi, par cet intermédiaire d'insertion, de pouvoir peut-être créer quelque chose et après pouvoir travailler dans les différentes associations qui sont un petit peu autour de nous. Il y a eu des contacts avec la fédération qui malheureusement n'ont pas forcément abouti parce que dans un projet d'essaimage du dispositif, on avait alors c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est mon collègue Guillaume Balland, mais il y avait eu une première étape de communication pour proposer d'essaimer le dispositif au niveau local dans les ligues. Et je pense que ça aurait été une pratique qui aurait été assez vertueuse en fait en termes de formation et malheureusement pour des questions je sais pas de priorité au niveau peut-être de la fédération en tout cas ils n'ont pas forcément saisi la balle alors que concrètement il y avait les financements derrière et bon alors peut-être que c'est peut-être aussi quelque chose qui se refera dans le temps hein, probablement, mais c'est génial parce qu'on a des besoins. Il y a des besoins, énormément de besoins et on n'a pas quoi. Et peut-être que, peut-être qu'en remontant des clubs aux ligues,
des ligues à nous et à la fédération, peut-être qu'il y a quelque chose une initiative plus générale qui va peut-être pouvoir se mettre en place parce qu'on a un modèle, très honnêtement, qui est un peu propre au volley, hein, mais qui est finalement une réussite et qui a du mal à se dupliquer. Alors, qui va se dupliquer sans rentrer dans le détail, mais peut-être sur d'autres chantiers d'insertion dans d'autres sports en Île-de-France. Ça va voir le jour. Hein. Ça a déjà vu le jour et ça va voir le jour progressivement là. Mais on peut tout à fait penser que ça puisse voir le jour sur la partie volley, hein, en tout cas sur d'autres ligues en région. Mais il faut vraiment aussi qu'on soit accompagné dans cette mise en place. Bien sûr. En tout cas, merci parce que moi, ça m'a apporté énormément d'infos. Enfin, comme je te disais, je ne m'attendais pas à ça. Mais tout compte fait, j'ai découvert quelque chose et vous l'avez super bien exprimé. Clément, qui était dedans aussi, nous a dit un petit peu comment il avait ressenti les choses. Et ça, c'est vraiment concret. Plutôt que d'avoir un laïus juste et puis on se dit, oui, d'accord, mais bon, qui derrière quoi. Qui derrière, ouais. C'était un peu le sens, moi, d'inviter Clément et puis Jean-Baptiste. C'était aussi d'avoir des témoins qui sont dans le dispositif et qui vous donnent la réalité de ce qu'on fait, d'être transparent. Voilà. C'était dans un souci de transparence et de sincérité, en fait. Voilà. Génial. Impeccable. Ok. Bien, merci. Merci à tous. Merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement et puis n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. Voilà. D'accord. Merci à tous et bon courage. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.